Bonjour Eric Adam, nous sommes aujourd'hui donc dans le local Sud Santé de l'hôpital de Saint-Malo. On était ensemble à la manifestation du 18 décembre, c'est ça? Donc on vient ce matin parce que on pense que les Malouins seraient intéressés de mieux connaître la psychiatrie à Saint-Malo et ses difficultés. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter la psychiatrie à Saint-Malo? De quoi souffrent les Malouins? Voilà. Alors rapidement, en fait, on a 4 services à la base d'hospitalisation à l'hôpital pour la santé mentale et un service d'urgence qui oriente les patients sur ces 4 services ou l'extra-hospitalier. Dans ce cadre-là, on travaillait auparavant jusqu'au 18 décembre sur ce qu'on appelait la sectorisation, c'est-à-dire une prise en charge qui était partagée sur 2 secteurs, à peu près de 90 000 habitants. Pour faire simple, un secteur nord et un secteur sud, entre Saint-Malo, Ploubalay, Combourg et jusqu'à Pontorson. Enfin, chaque secteur travaillait en fonction de ses moyens et un suivi après par ce qu'on appelle le CMP, le centre médico-psychiatrique, qui faisait des suivis de patients une fois qu'ils sortaient de l'hospitalisation. Donc ça, c'est le principe. Après, on accueille tout type de pathologie de santé mentale au centre hospitalier. Ça va du patient psychotique, aux patients ayant des addictions, aux patients dépressifs, aux patients souffrant d'autisme ou de troubles, je dirais, liés à la débilité mentale. Voilà. C'est très varié. Tout âge. Et la complexité, c'était qu'en fait, on mélange ces personnes-là en service d'entrant. Donc, vous avez un panel explosif, puisque ce sont des services fermés. Donc, combien de lits alors en psychiatrie? Alors, au jour d'aujourd'hui, on avait 88 lits. Là, ça va baisser, puisqu'on perd 12 lits. Donc, on va passer à 76 lits. Ah oui, Voilà. Faut savoir qu'on perd depuis déjà 30 ans, presque 30% des lits de psychiatrie en France. C'est qu'on n'avait pas été trop touché par le phénomène. Mais maintenant, malheureusement, on y est confronté aussi. Et donc, ça change, entre guillemets, la durée des hospitalisations pour les Malouins qui sont malades. Et puis, on compense de plus en plus des durations plus faibles par un suivi de secteur extra-hospitalier par la psychiatrie, ou rapidement, on oriente vers des structures médico-sociales, type foyer de vie, MAS, enfin voilà. Quels sont les troubles les plus représentés? Et puis alors, est-ce qu'il y a des évolutions Alors oui, alors il y a beaucoup d'évolutions depuis 30 ans. Faut reconnaître que ça a beaucoup évolué, plutôt en bien quand même. Avec beaucoup d'évolutions au niveau des médicaments, des prises en charge aussi psychiatriques qui ont beaucoup évolué. Là, on quitte le système asilaire des années 60 et on a ouvert l'hôpital psychiatrique sur la ville, en fait, avec une volonté de réinsérer les patients dans une vie sociale. Ça pose des problématiques autres maintenant, c'est le suivi maintenant à distance et la capacité, quand les patients redécompensent, de pouvoir les réhospitaliser rapidement pour pas qu'ils se mettent en danger au niveau de la santé, de la cité en fait. Il y a par exemple un trouble, toujours un peu qui fait toujours un peu peur à tout le monde, la schizophrénie. Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Alors la schizophrénie, je dirais plutôt les patients, je dirais délirants, parce que ça intègre beaucoup de pathologies. On a un peu moins de ce type de patients, même s'il en existe toujours, même des jeunes patients, les patients jeunes schizophrènes, on en a toujours. Après, il y a une meilleure prise en charge, je dirais, pour ces patients-là, mais elle nécessite quand même une prise en charge psychiatrique très lourde. Et c'est un peu notre inquiétude ici au centre hospitalier de Saint-Malo, c'est de devoir gérer différemment ces prises en charge, alors qu'elles sont vitales pour l'équilibre en fait de ces patients-là. Même si on a progressé sur le plan des thérapies au niveau médicamenteuse, il nous faut encore un temps de parole et un temps d'accompagnement psychiatrique avec des compétences requises par les professionnels de santé. On a eu une évolution de manière générale en France avec la perte de deux choses. Le fait qu'il n'y ait plus de diplôme infirmier psychiatrique, avec une formation psychiatrique importante. On avait des gens qui étaient formés qui avaient 3 ans, qui travaillaient que sur la psychiatrie pendant 3 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus qu'un semestre quasiment. Donc on n'a pas les mêmes compétences au niveau des jeunes diplômés. Donc ça pose des problèmes sur la culture institutionnelle. Voilà. On a une perte de savoir, concrètement c'est ça. Et puis une évolution au niveau des psychiatres. On n'a pas beaucoup de psychiatres en France. On travaille beaucoup avec des psychiatres étrangers.
sous-payés d'ailleurs, ça c'est bon à savoir. Ou en fait ce sont des psychiatres qui ne sont pas reconnus psychiatres entre guillemets, ils ont un diplôme de psychiatre dans leur pays, alors ça peut être par exemple en Algérie, ça peut être en Roumanie, et tant qu'ils n'ont pas d'équivalence, ils ne peuvent pas être PH, praticien hospitalier. Donc du coup ils ne sont pas payés plus cher qu'un infirmier. Donc ça, voilà, donc ça crée aussi un nivellement aussi, et aussi une adaptation, puisque on a beaucoup de collègues psychiatres qui viennent de Roumanie, qui sont des très bons psychiatres, c'est pas la question, mais du coup qui n'ont pas le même vécu que nous. Donc ça aussi, ça a beaucoup fait changer les choses. On a quand même de plus en plus une prise en charge en lien avec le médico-social, qui peut être bien pour des patients quand ils sont entre guillemets stabilisés, où là on a une évolution positive avec c'est des patients qui quittent l'hôpital psychiatrique. Le seul bémol, c'est pour les patients qu'on n'arrive pas à stabiliser. Ouais, excuse-moi, mais pour stabiliser, tu veux dire quoi? Stabiliser, c'est par rapport au comportement ou c'est... Oui, en fait, c'est que les troubles que les troubles soient suffisamment entre guillemets diminués pour qu'ils aient une vie sociale et qu'ils puissent vivre dans la cité normalement, presque avec des appartements à l'extérieur. Alors ça peut être avec un étayage, tant en soins que d'aide. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, ça nécessite un gros travail extra-hospitalier. C'est ce qui manque au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on ferme beaucoup de lits d'hospitalisation, alors qu'il faudrait le double ou le triple, il faudrait multiplier par 2 ou par 3 l'extra-hospitalier pour avoir l'équivalent en soins psychiatriques. On cherche à limiter le soin psychiatrique, alors qu'en fait, pour certaines pathologies, c'est vital. L'intérêt de l'extra-hospitalier, c'est très bien pour le patient quand il va bien. Et là, il retrouve une vie et sa place à part entière dans la société, ce qui est quand même la base. En tant qu'individu, en tant que liberté des personnes, ça c'est très bien. Par contre, c'est quand il redécompense, il faut être en capacité tout de suite d'intervenir pour pas que le patient redécompense fortement et que ça nécessite à nouveau une hospitalisation dans des services d'entrants. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de casser les services d'entrants. Ça coûte trop cher les services d'entrants parce qu'effectivement ça nécessite un encadrement médical et paramédical important, ça coûte des sous à la société. On est en train de casser un peu le système, c'est ce qui se passe à l'hôpital de Saint-Malo là, quand vous êtes venu nous voir, où on se retrouve avec une fermeture de service en catastrophe, des patients qui n'ont pas été informés, des collègues non plus. Est-ce que tu as un chiffre à proposer par rapport au nombre d'infirmiers et par rapport au nombre de lits? Vous êtes à peu près combien? Alors aujourd'hui, quelle proportion il y a 76 lits. Ouais. Je dirais que par exemple sur un service d'entrant, on est à peu près à un équivalent temps plein paramédical par lit d'hospitalisation. D'accord. Si par exemple on va sur un suivi de secteur, eh bien on va avoir un infirmier qui va suivre peut-être 20, 30, 40 patients. On va prioriser notre activité au regard de la pathologie de chaque patient. On essaye d'adapter au mieux pour qu'il y ait un suivi qui suive en fait. D'accord, mais là la situation actuelle c'est quoi? C'est un équivalent? Alors c'est un équivalent temps plein. Le problème c'est qu'on vient de fermer un service d'entrant de 22 lits. Donc du coup il va avoir une crise, on est quasiment sûr qui va se passer, c'est-à-dire que les patients qui vont redécompenser vont arriver aux urgences et on n'aura pas suffisamment de lits pour pouvoir les hospitaliser rapidement. Donc il y a deux options, c'est soit on diminue encore et à nouveau la durée moyenne de séjour pour les autres patients hospitalisés, au risque de ne pas les avoir suffisamment stabilisés, et donc de les voir revenir à nouveau aux urgences. Donc c'est le chat qui se mord la queue. On en vient à la journée du 18. Il y a eu donc les Malouins ont entendu comme tout le monde parler du Ségur de la santé. Donc on a un gouvernement qui agit, qui semble à l'écoute. On a eu le discours de M. Macron qui donc reconnaît l'importance des métiers de santé, etc. Donc sur le terrain, ça donne quoi? Parce qu'on vous voit dans la rue, donc j'imagine que bon, le compte n'y est pas. Oui, il y a eu des progrès de fait par le Ségur, on va pas dire l'inverse, puisque ça a contribué à augmenter un peu les salaires, notamment les catégories C, où 180 €, c'est pas rien pour des agents qui touchent entre 1500 et 2000 € de salaire, c'est 10% de plus, donc effectivement oui, sauf que ça répond pas déjà aux pertes de pouvoir d'achat du secteur des hospitaliers, puisqu'on a perdu à peu près entre 15 et 20% de pouvoir d'achat sur les 10 dernières années, de par le fait que le point d'indice avait été gelé. Okay. Donc en fait, on nous redonne ce qu'on nous devait en gros. Pour les infirmiers, il aurait fallu, si on avait voulu vraiment rattraper, il aurait fallu entre 350 et 400 € d'augmentation mensuelle.
Donc en fait, on a paupérisé les métiers du soin, on a baissé les qualifications, et à l'arrivée, on se retrouve avec du personnel qui ne reste pas forcément à l'hôpital. Et donc le Ségur vient seulement pallier ça. Nous, on n'est pas du tout satisfait pour les infirmiers, on n'est pas du tout satisfait pour les sages-femmes, on n'est pas du tout satisfait pour les cadres. Et de manière générale, on n'est pas satisfait parce qu'on ferme aujourd'hui des lits à Saint-Malo en urgence, alors qu'il y a un besoin. Est-ce que vous avez contacté les politiques locaux? Est-ce que vous avez... quelle est la réaction locale? Alors la réaction, elle est très ambivalente. Il faut savoir qu'on a déjà informé le sous-préfet, puisqu'on l'a rencontré dans le cadre du 18 décembre. Il était très surpris de notre retour en fait, sur les conditions d'hospitalisation et la réalité des services hospitaliers. Donc là, on a été entendu. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des actions derrière, mais on a été entendu, ce qui n'est pas le cas de nos autorités de tutelle. Il est très difficile d'avoir un rendez-vous à l'Agence régionale de santé. Il est même quasiment impossible d'avoir des comptes rendus de réunion. On nous dit oui, mais on ne fait jamais rien. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un vrai problème de gestion de l'hôpital par des gens qui ne viennent pas sur place, ils ne viennent pas sur le terrain en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des grèves. Les gens du terrain viennent dire c'est plus possible, on ne peut plus fonctionner comme ça. Mais quels sont les interlocuteurs? Alors par exemple le maire de Saint-Malo, la direction de l'hôpital. Le maire de Saint-Malo, pour l'instant, c'est difficile d'avoir un entretien. On a a priori un entretien début janvier, après des demandes d'entretien depuis plus de 15 jours. L'Agence régionale de santé, on a fait des demandes, mais j'ai toujours pas de réponse. Ah oui. Oui, ça montre quand même la volonté de trouver des solutions. Et puis la direction du centre hospitalier de Saint-Malo qui clairement là on n'a aucune information, c'est encore pire, c'est-à-dire que nos propres supérieurs hiérarchiques n'ont quasiment pas informé jusqu'au 20 décembre les collègues de psychiatrie de l'avenir du secteur et des décisions qui ont été prises. Alors ça a eu des conséquences en plus sur les prises en charge. Donc là, j'ai envie de dire, dans un établissement qui revendique la qualité de vie au travail et entre guillemets, la qualité des soins, on peut s'interroger sur ces décisions qui ont été prises en urgence, sans concertation, ni avec les représentants du personnel, ni avec les salariés. On n'en est même plus à demander de l'argent et des évolutions de conditions de travail, on en est uniquement à essayer de trouver, entre guillemets, des moyens pour satisfaire aux besoins de soins en santé mentale. C'est quand même dramatique. On en revient toujours à la question initiale, comme il y a eu aux urgences et comme il y a eu avant le Ségur, où ce sont les professionnels de santé qui sont obligés d'aller dans la rue pour dire que leurs conditions et les moyens qu'on donne de prise en charge des patients est insuffisant à l'hôpital public. Il y a eu des pressions sur les gens là parce que... Alors, ce serait mieux de leur demander. Il y a des pressions de manière générale sur les représentants du personnel puisqu'on n'avait plus d'instance représentative du personnel depuis quasiment 2 mois. Alors même que partout on nous dit que ça doit continuer. Même le gouvernement dit qu'il faudrait maintenir les instances. Il n'y a pas eu de comité technique d'établissement depuis presque 3 mois. On n'a eu aucune information sur les évolutions capacitaires et organisationnelles pour la psychiatrie adulte à ce jour. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez? Tout simplement avoir les moyens de bien soigner. Mais concrètement, toi, oui. qu'est-ce que... Tout simplement du personnel et des lits. Du personnel et des lits. Donc là, on ferme des lits d'hospitalisation alors qu'on en a besoin. On sait que ça va être critique dans les semaines qui viennent parce qu'on n'aura pas suffisamment de lits d'entrants. Ce qui va à l'encontre même de ce qu'on préconise pour les soins des patients. Et puis du personnel qualifié, compétent. Les décisions, les petits publics sont prises d'en haut, elles arrivent en bas, et il n'y a pas de concertation. C'est tout. Donc c'est le reflet entre les beaux discours et la réalité sur le terrain. Voilà. Et quand la réalité sur le terrain revient au devant de la scène, les gens sont en grève. Donc ça prouve bien qu'il y a un vrai problème. Il y a vraiment des souffrances, je veux dire, au niveau du personnel, les choses, c'est vraiment... 13 arrêts maladie sur 23 collègues, moi j'ai jamais vu ça. Sachant qu'on a fait une demande de médiation à partir du 19 novembre auprès de l'employeur, on n'a eu aucune réponse de sa part, ce qui nous a obligés à déclarer un danger grave imminent au CHSCT le 7 décembre. Entre le 7 décembre et le 14 décembre, il y a eu un désaccord avec l'employeur et les représentants du personnel au CHSCT, ce qui devait impliquer normalement une saisine de l'inspection du travail par écrit par l'employeur. La saisine de l'inspection du travail n'a pas eu lieu, alors même qu'on avait des collègues qui présentaient des troubles au niveau de leur santé. En plus, il y a une communication de l'employeur qui depuis de longues semaines, vient dire à la population malouine que tout va bien à l'hôpital de Saint-Malo. Il y a des choses de faites.
Mais en tout cas, en psychiatrie, il y a beaucoup de choses à faire. La preuve, 13 arrêts sur 23, ça prouve qu'il y a un vrai problème managérial. Nous, on a appris que, donc, comme tous les malouins, qu'on allait construire un nouvel hôpital. C'est carrément un hôpital. Une structure extérieure de 4 services avec des locaux neufs, adaptés pour la prise en charge au goût du jour. C'est vrai qu'ici, au centre hospitalier de Saint-Malo, on avait une structure qui datait de presque 40 ans, qui est en bout de course, qui répondait plus effectivement aux évolutions des prises en charge. Donc là, effectivement, c'est un point positif. Ce sera très bien pour les patients, ça c'est vrai. Ce sera bien aussi pour les collègues si on a le personnel qui va avec. On aura tout le monde sur place, ce qui n'était pas le cas avant. On était sur le Roset sur Brousset. Donc là, c'est un point positif. Le bémol, c'est qu'on se retrouve un petit peu à l'extérieur de la cité. Le principe de l'hôpital psychiatrique, c'est d'être dans la cité. À Dinan, par exemple, les patients, ils sortent en ville. Ils sont à 500-600 mètres. Là, on se retrouve de l'autre côté de la 4 voies pour les familles. Venir jusqu'à cet endroit-là. Peut-être que ça changera au fil du temps, que Saint-Malo va se développer autour. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait un lien avec la cité. Puisqu'on construit une belle structure neuve, est-ce que vous avez la garantie qu'on va avoir des conditions d'encadrement qui vont être là aussi bonnes? Parce que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle en termes de personnel. Là, en fait, pour l'instant, on a un projet de service fait par le médecin-chef, le docteur Emery, qui est un beau projet. Après, est-ce qu'on aura les moyens? Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, puisque je ne connais pas les conséquences sur l'emploi et sur les moyens dont on disposera en termes de moyens humains. Et là, je suis assez circonspect, puisqu'on ferme des lits, et qui dit fermeture de lit, dit en général restriction personnelle. La pathologie mentale, c'est une pathologie aujourd'hui qui évolue favorablement. On soigne de mieux en mieux, de moins en moins hospitalisés. Et donc ça, il faut quand même dire aux familles qu'on fera le maximum pour les patients. D'ailleurs, on le fait. Si les collègues se mettent en grève, c'est pas pour eux. C'est principalement pour les patients, en fait. Il y a une grosse... les gens conservent l'esprit, entre guillemets, de soins et ont toujours cette volonté que le service public hospitalier puisse offrir les meilleurs soins possibles à l'ensemble de la population du bassin malouin. On est dans une politique plus large. On parle d'un nouvel hôpital territorial qui serait basé sans doute entre Saint-Jouan et Pleudihen, en gros. Alors sans doute sur le secteur des Ille-et-Vilaine, puisque là aussi il y a des discussions actuellement. On nous avance que ce sera fantastique pour l'hôpital, qu'on gardera des liens de proximité. Moi, ce que je vois surtout, c'est que derrière, on va raser l'hôpital de Saint-Malo. Ce sera plus l'hôpital des Malouins. On va se retrouver à 15 ou 20 km. Il faudra pouvoir se déplacer. Comment aller quand vous êtes âgé, que vous avez 85 ans? Ça, c'est une question de fond. Et puis, des destructions d'emplois, faut pas se leurrer. Quand on regroupe 2 hôpitaux, c'est pour faire des économies, c'est pas pour faire autre chose. On est dans une logique d'économie, d'échelle, toujours, et de limiter l'accès aux soins. Faut pas faire croire à autre chose. Alors ce sera peut-être dans des locaux tout neufs, adaptés, fantastiques, ça très bien. Peut-être que les soins qui s'y feront seront de meilleure qualité. Mais néanmoins, on sera plus à Saint-Malo, on sera plus à Dinan. Et on sera maintenant même à la merci, je dirais, du CHU et des cliniques rennaises, puisque plus vous allez déplacer l'hôpital vers Rennes, et plus la question se posera pour les familles et les patients de savoir est-ce que j'ai intérêt à aller me faire soigner à Saint-Malo avec un hôpital qui est distant à 20 km ou jusqu'à Rennes avec une prise en charge avec des champions, faut dire ce qui est. On a quand même là une prise en charge qui est quand même au-dessus. C'est un CHU. En termes de temps et de distance, la crainte elle est là en fait. Ouais. C'est qu'on perde encore une attractivité même médicale. Est-ce que les médecins viendront à Saint-Malo s'ils se retrouvent à 20 km? Je suis pas certain. Il y a aussi le fait que, dans ces affaires-là, on devrait être... vous devriez être consulté. On est consulté. Le terme exact serait concerté, le ministère a diligenté une personne pour gérer ce nouveau projet. Il faut quand même poser la question à toute la population.
je veux dire, aux maires des petites communes rurales, est-ce que la personne qui vit à Raux-sur-Couesnon, elle ira se soigner, ou la personne qui vit à Jugon-les-Lacs, est-ce qu'elle ira se soigner dans cette nouvel hôpital qui sera de plus en plus à distance? On voit déjà les premiers problèmes sur la maternité. On ferme la maternité de Dinan à terme, il y a un risque de fermeture définitive, puisque là il n'y a plus de praticiens. Donc les parturiantes viennent à l'hôpital de Saint-Malo. Mais il y a une fuite déjà, on le sait, de parturiantes qui vont soit à Saint-Brieuc, soit à Rennes. Donc en fait, on est en train de perdre le lien qu'on avait avec son hôpital. On nous parle toujours que c'est mieux. Peut-être. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura des destructions d'emplois, on ne saura pas dans quelles conditions on va travailler, et surtout, est-ce que la population est d'accord pour ça? Moi, qu'on lui pose la question, au moins, c'est le minimum. Eh ben, écoute, voilà. Eric, merci à toi, merci de nous avoir reçus, et puis on continuera à suivre la construction de l'hôpital. Merci à vous, en tout cas, de prendre des informations. Merci. Merci.